De retour à Info Rive-Sud, le rapport annuel 2024 du service de police de l'agglomération de Longueuil rapporte que les jeunes de 17 ans et moins ont été moins impliqués dans des événements de harcèlement, d'intimidation et d'agression armée en 2024. Ceux-ci ont par contre été plus reliés à des événements de menaces ainsi que de contacts sexuels. Mais le rapport du SPAL ne mentionne pas le vandalisme. Or, cet été, sur la Rive-Sud, plusieurs villes ont répertorié de malencontreux actes de vandalisme et de délinquance, souvent juvéniles. Analysons la situation avec le criminologue à la psychoclinique Humana, Jean-Philippe Goulet. Bonjour, M. Goulet. Bonjour, ça va bien? Vous allez bien, merci. Merci de prendre le temps avec nous aujourd'hui. Donc, les villes, cet été, là, il y a plusieurs villes, notamment celles de Saint-Bruno, de Varennes, de Longueuil, qui ont dénoncé des actes de vandalisme, de délinquance. Et le constat, c'est que ce sont souvent des jeunes contrevenants, les jeunes qui sont les contrevenants, pardon. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous également, en tant que criminologue? La délinquance et le vandalisme au niveau juvénile, c'est sûr que c'est un phénomène qui a traversé des décennies. Donc, et le réflexe premier des villes, c'est tout à fait normal, on comprend aussi, surtout aussi des citoyens qui font la demande, qui ont eu leur véhicule à la maison endommagé ou des terrains aussi, ou des parcs publics. La répression, c'est sûr que c'est le premier réflexe de dire pas dans ma cour, je veux pas qu'il y ait ce genre de phénomène-là chez moi ou dans ma ville. Et la répression, c'est une chose, mais il faut qu'on se pose la question, quel besoin se cache derrière ça? Parce qu'on ne donnera jamais raison à un geste de délinquance, mais si on est juste dans la répression, ce qui risque de se passer, c'est de la récidive. On a eu un exemple récemment, un individu dans le coin de Sherbrooke, détention d'environ 1 an suite à des projectiles lancés, des roches sur des véhicules, ressort, et qu'est-ce qui se passe? On continue encore avec le même comportement, parce que le problème n'a pas été réglé à la source, dans le fond, le besoin ou les besoins n'ont pas été comblés. Voilà, et vous avez commencé à l'aborder, mais là, il y a plusieurs causes à ce phénomène social-là, plusieurs volets, en fait. Quels sont-ils? Le premier, c'est le plan de l'individu, du jeune. Et on a été adolescent également, Olivier. Hein? Oui, je l'ai été également, oui. C'était pas si longtemps que ça, moi, de mon côté. Bien, quand on était dans un groupe, il y avait des besoins qu'on voulait répondre. Quelques-uns, on se rappelle? Bien, la liberté, le besoin d'émancipation aussi, qui me vient en tête. Là. Exact. L'appartenance, la reconnaissance, l'identité, tout ça, ça n'a pas changé avec les époques. Par contre, la façon dont les jeunes tentent de répondre maintenant à ces besoins-là, elle est différente, par contre. On est davantage dans l'univers des réseaux sociaux, l'instantanéité, des jeunes qui veulent une reconnaissance rapide et veulent s'élever en haut de la masse en disant « j'existe, je suis là ». Et c'est ça un petit peu les difficultés aussi au niveau des jeunes. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler une culture de l'individualisme? C'est une tendance vers ça. C'est sûr qu'on n'est pas rendu à une étape où on se dit on est totalement rendu là. C'est juste qu'on a une tendance où on a des jeunes qui veulent mettre un X sur la carte en disant « j'existe, je suis là ». Ça, c'est la première facette. Oui, bien, c'est ça, la première facette, mais il y en a 3, comme on se le disait. L'autre côté, j'imagine, il y a une responsabilité parentale. Et ce qui tombe bien, c'est que vous êtes aussi coach familial à votre psychoclinique. Donc, le volet parental, quel est son rôle là-dedans? Là? Oui, il faut placer, en fait, notre autorité parentale sur un continuum. À savoir qu'au bout d'un, on a des parents plus dans un désengagement. C'est pas une totalité, mais des parents qui sont plus dans une perspective « je laisse doit se faire ». Donc, je laisse la liberté à mon jeune, puis on verra comment il navigue là-dedans. Et d'autre côté... Un désengagement un peu? Faire des engagements sur quelques responsabilités parentales en disant, bien, on verra comment il grandit, j'interviendrai aux besoins, puis on verra comment il va justement gérer sa propre liberté. Est-ce que c'est bien de faire ça? En fait, il faut trouver un équilibre, parce qu'on a un côté du continuum des engagements et l'autre côté, un peu le parent hélicoptère, où on tente, l'intention est noble, de vouloir s'assurer que notre enfant est bien, mais on se trouve à avoir un parent qui est plus dans l'organisation de toutes les activités. Un parent poule, qu'on appelle. Un parent poule, encore une fois, c'est l'extrême du continuum, mais on a un parent qui va priver un peu l'enfant d'émancipation et de la recherche de son autonomie et aussi de l'autocritique par rapport à ses propres gestes. Et quand il va devant une situation plus difficile, bien, papa et maman ne sont pas là pour lui dire la bonne réponse, donc peut être plus influençable et poser des gestes de vandalisme. Le dernier volet, c'est l'aspect collectif, l'aspect sociétal. On le voit malheureusement, je trouve, dans les dernières années, des gens, des citoyens qui peuvent être moins tolérants, moins permissifs par rapport
à certains comportements de jeunes qui parfois veulent seulement jouer et s'amuser. Exact. Le phénomène du pas dans ma cour, on le retrouve un peu aussi. On l'a vu récemment, en septembre 2025, dans les nouvelles, avec la Ville de Québec. On a vu des parents se regrouper parce qu'il y a un terrain de football qui était très bruyant. On sait, un terrain de football, c'est effervescent. Et une forme de pétition / référendum pour que le bruit soit absent du terrain. Et les jeunes jouant au football, sont venus faire un tour de la communauté et il y a eu quand même des altercations. Et ça, c'est dommage parce que les jeunes, on revient aux besoins, réponse aux besoins, ont besoin de s'émanciper, ont besoin de bouger, d'être en contact un avec l'autre. Et s'ils n'ont pas ces lieux-là, bien, c'est là qu'on certains se tournent vers le vandalisme. Voilà, c'est là que ça peut occasionner vandalisme, délinquance, parce qu'on les brime un peu dans ce sentiment de liberté. Vous avez parlé de Québec, mais je voudrais amener un exemple plus concret sur la Rive-Sud. Saint-Lambert est connu comme étant une ville qui met peut-être plus l'accent sur des règlements sur le bruit dans toutes les sphères, que ce soit des jeunes qui font du bruit tard le soir ou des règlements sur la tondeuse, sur les feux extérieurs également. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que criminologue, puis face à ce phénomène de vandalisme, de règlement de la sorte? En fait, il faut aller à la rencontre de ces jeunes-là avec différents moyens. La réglementation, c'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, si c'est la seule option qui est utilisée pour endiguer le phénomène, on va avoir une négociation sur position avec ces jeunes-là. La ville versus les jeunes. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est leur offrir des opportunités de socialisation, d'aller voir qu'est-ce qui les intéresse. On a une multiplication dernièrement des skateparks. C'est une très bonne chose. Les gens, on voit, sont remplis de jeunes qui y vont. C'est parfait. Mais offrir des lieux où ils peuvent justement se réunir et pas avoir justement des endroits dans la pénombre où faire des actes de vandalisme. Donc, c'est un mix de tout ça qu'on recherche. Réglementation, mais aussi médiation, rencontre avec ces jeunes. Eh bien, très éclairant, M. Goulet. Donc, Jean-Philippe Goulet, vous êtes criminologue à la Psychoclinique Humana, qui est située à Boucherville. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et après la pause à Info Rive-Sud, on a notre chronique hockey de François Riopel. On parle encore une fois de la Ligue, mais aussi du Collège français de Longueuil. Restez là.